Salut Antoinette. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. On est là au Sénat parce que tu es sénatrice écologiste de Paris. Et si je t'ai invité, c'est pour parler du bordel ambiant, du bordel politique. On a un nouveau gouvernement, principalement avec des macronistes et des LR, alors même qu'on a gagné les élections, que la gauche, le nouveau Front populaire, a gagné les élections législatives. Comment, toi, en tant que parlementaire, tu vois cette situation? Comment tu entends mener l'opposition à cet exécutif qui s'est constitué et que beaucoup à gauche considèrent comme étant le fruit d'un hold-up de la droite? La première chose qu'on peut dire, c'est que c'est le fruit d'un hold-up à la fois de la droite et des macronistes. En fait, c'est complètement fou. On est aujourd'hui dans une situation où c'est le 4e groupe de l'Assemblée nationale qui a le Premier ministre. Donc c'est non seulement un gouvernement qui n'a pas de légitimité, c'est un gouvernement qui est dans un espèce de no man's land démocratique, puisqu'habituellement c'est pas comme ça, c'est pas l'usage. L'usage, c'est effectivement que nous aurions dû avoir un Premier ministre issu de nos rangs, issu de la gauche, d'autant plus que nous avions fait un sans faute pour pouvoir essayer de mener cette politique de gauche que nous appelions de nos voeux et qui avait recueilli une majorité à l'Assemblée. Non pas une majorité totale, bien sûr, une majorité relative, mais qui avait accueilli le plus grand score à l'Assemblée. Et donc, qui nécessitait, selon moi, qu'on suive ce vote des Français. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est un vrai hold-up et qu'on est dans une situation aujourd'hui qui est une situation à la fois inédite, très très inconfortable pour le gouvernement, puisqu'en fait il n'a pas la légitimité du vote, très inconfortable et également pour Macron qui s'est octroyé des pouvoirs qu'il n'avait pas. En fait là il y a un abus de pouvoir présidentiel. Et donc, nous sommes effectivement aujourd'hui avec un gouvernement qui est un gouvernement de droite dure, on va dire, et qui va nous présenter dès la semaine prochaine dans les deux chambres un budget. Donc, nous allons voir comment nous allons travailler sur ce budget, mais ça va être effectivement le premier exercice de ce gouvernement. Alors, tu as dit, on a fait un sans faute. J'imagine que le on, c'est le nouveau Front populaire. Oui. Non, mais on, c'est l'ensemble des forces de gauche et les écologistes. Enfin, gauche et écologistes, on a travaillé au moment de la dissolution avec beaucoup d'assiduité pour réussir à faire cette union que nous n'avions pas réussi à faire au moment des européennes, donc quelques mois avant, quelques semaines avant. Là, on réussit à la faire et c'est l'urgence qui appelle... je trouve qu'il appelle cette union, mais c'est aussi de nous être rendu compte qu'en réalité, les électeurs de gauche, eux, ils la font, l'union. C'est-à-dire que eux, dans les urnes, ils n'ont pas cette... en fait, ils votent différemment. C'est pas très grave pour eux de voter pour un socialiste, la fois d'après pour un écologiste, la fois d'après pour un insoumis ou pour un communiste. C'est-à-dire que pour eux, ces candidatures représentent quelque chose de commun. Et donc, ils peuvent choisir parmi les candidatures qu'on leur propose. Donc, il vaut mieux qu'on fasse l'union, que nous fassions l'union pour donner à choisir une candidature unique, puisqu'en fait, nos électeurs savent le faire et le veulent. Donc ça, j'allais dire qu'on l'a compris, on le savait déjà, on l'avait oublié, on l'a compris à nouveau à ce moment-là, au moment de la dissolution. Donc, on se réunit. On fait, et Marine Tournelis a fait un travail exceptionnel, d'ailleurs tous les chefs de parti ont fait un travail exceptionnel. En l'espace de 2 jours, nous avions l'union qui était décidée. En l'espace de 4 ou 5 jours, nous avions un programme. En l'espace d'une semaine, nous avions une répartition nationale des postes et des circonscriptions. Donc ça, c'est quand même un travail. Quand vous dites qu'il faut faire ça entre 4 forces de gauche, c'est un travail qui est colossal, qu'on a réussi à faire. Et quand je dis qu'on a fait un sans faute, c'est qu'on a fait un sans faute. Mais y compris après, une fois qu'on a eu cette majorité relative, réussir à se mettre d'accord. Parce que ce qu'on nous disait, c'est jamais vous ne réussirez à vous mettre d'accord sur le nom d'un Premier ministre. On a réussi à se mettre d'accord sur le nom d'une Première ministre qu'on a proposé
qu'on a proposé au président, en fait, officiellement, et qui n'a pas été Premier ministre. Et ça, c'est une faute d'Emmanuel Macron, président de la République. Il s'est octroyé des pouvoirs qu'il n'avait pas à s'octroyer. Nous devions avoir Lucie Castet, première ministre du nouveau gouvernement. Alors, là, tu m'as parlé donc de la période entre le moment où Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale et le moment où Lucie Castet a été choisie pour être la première ministre du nouveau Front populaire. Tout à fait. Après, est-ce que tu considères qu'il y a toujours eu un sans faute ? Bon, entre-temps, il y a eu effectivement l'été et genre le mois d'août qui est consacré chez les Français, chez beaucoup de Français et beaucoup de Françaises comme étant des vacances. Il y a eu les JO, mais aujourd'hui, est-ce que tu considères qu'il continue à y avoir un sans faute ? Je te dis ça parce que moi, j'ai du mal à entendre autre chose qui émane des rangs de ce nouveau Front populaire, d'autre que il aurait fallu Lucie Castet et le SMIC à 1 600 €, l'ISF climatique, etc. Il aurait fallu Lucie Castet ou il aurait fallu nous faire une proposition très claire de Premier ministre qui pouvait remplir cette fonction. Elle ne nous a pas été faite. Elle ne nous a pas été faite. Donc, en réalité, il n'a jamais été question pour Emmanuel Macron de nous donner un poste de Premier ministre. Donc, ce n'est pas nous qui avons été en faute dans cette période. C'est Emmanuel Macron qui n'a pas fait ce qu'il devait faire. Le président devait soit nous proposer un Premier ministre issu de nos rangs, soit choisir le Premier ministre que nous avions choisi. Il y avait deux possibilités. Donc, en réalité, on s'est fait avoir, on ne s'attendait pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Déjà, on le dit clairement, parce que tous ces gens de gauche, parce que c'est pas que les gens de gauche qui ont été lésés, c'est les gens de gauche et ceux qui ont mis en place le Front républicain. Parce qu'en fait, il y a une double arnaque. Non seulement les gens qui ont voté à gauche n'ont pas un Premier ministre de gauche, mais aussi les gens qui ont voté pour le Front républicain se retrouvent aujourd'hui avec un Premier ministre qui est sous surveillance du Rassemblement national. Donc, si vous voulez, il y a une double peine. Donc, on y perd deux fois. Ok, donc on dénonce ça. Voilà, déjà il faut le dénoncer, il faut doublement le dénoncer, c'est-à-dire que là, Emmanuel Macron nous a montré effectivement, moi je pense effectivement que ça interroge sur sa capacité aujourd'hui à continuer à gouverner la France, à continuer à présider la France. Ah, toi, tu es pour sa destitution ? Non, je ne suis pas pour sa destitution, je dis juste que ça interroge ce qui s'est passé. En fait, de dissoudre, déjà à un moment qui n'était pas opportun, puisqu'en fait on ne pouvait pas nommer de Premier ministre immédiatement puisqu'il y avait les JO, s'il y avait les JO, il fallait dissoudre plus tard, il n'y avait pas d'obligation de dissoudre à ce moment-là, de faire une campagne éclair. Parce que c'est ça aussi, faire une campagne éclair, c'est aussi priver les uns et les autres de démocratie. Parce qu'on a besoin de pouvoir parler aux citoyens, de pouvoir donner son programme, de pouvoir l'expliquer, de pouvoir faire des meetings, des échanges, des tractages, de rencontrer les citoyens pour pouvoir parler politique. Et ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire en 10 jours, ça s'est fait, c'est à peu près la durée de la campagne. Donc là aussi, il y a une confiscation de la démocratie. Il n'y a pas qu'une confiscation du résultat, il y a aussi une confiscation de la manière de faire démocratie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà aujourd'hui, on peut se prévaloir d'avoir réussi dans les urnes à être le groupe, en tout cas l'Union de la gauche, le groupe le plus important de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que lorsqu'on s'unit, lorsqu'on est clair, lorsqu'on donne à voir une union, j'allais dire en bonne et due forme, une union solide, eh bien, nous retrouvons l'ensemble des électeurs de gauche qui sont fiers aussi de voter pour nous. Et donc ça, il faut qu'on le garde. Il faut qu'on le garde pour les autres, pour les futures élections, parce qu'il y a des grandes échéances. Là, il va y avoir 2026 avec les municipales et 2027 avec les présidentielles. Donc là, on a deux grandes échéances qui arrivent. Alors d'ici là, il va se passer des choses, mais en tout cas, ces deux grandes échéances-là, eh bien, il faut qu'on sache se souvenir de ce moment important où on a réussi à mobiliser le peuple de gauche. J'ai deux petits problèmes dans ce que tu dis. C'est que d'une part, effectivement, on a mobilisé le peuple de gauche. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, un peu tout mouillé, il fait autour de 30%, ce qui n'est pas énorme. Et donc, si tu dis que la droite et l'extrême droite pèsent du coup 70% des votants, c'est un problème. Et la gauche est dans les bases eaux électorales de ce qui s'est passé de toutes les élections de la Ve République. Ça, c'est la première remarque. C'est comment on fait du coup pour
essayer de plus être à 30%, quoi. Et la deuxième question, c'est une question stratégique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a différents acteurs et actrices importants et importantes du nouveau Front populaire qui prennent des initiatives, parfois qui sont un peu contradictoires. Je te demandais si tu étais pour la destitution d'Emmanuel Macron, parce que les Insoumis ont décidé que c'était leur cheval de bataille, mais on n'a pas l'impression que c'est suivi par les autres groupes, donc il n'y a pas une stratégie commune. On a François Ruffin, qui maintenant fait partie du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, qui dit que la France insoumise, c'est des communautaristes. On a Sandrine Rousseau qui nous explique que le problème de la gauche, dans son dernier livre, Ce qui nous porte, que le problème de la gauche, c'est les 30 glorieuses, et qu'en gros, il y a toute une partie de la gauche qui se réfère à ce logiciel productiviste. Donc, on est là, genre, ok, bon, chacun est en train de partir dans son coin, est en train de construire, d'essayer de construire un sillon. Chacun, je dis pas que tout est intéressant, mais comment est-ce qu'on fait pour qu'au bout d'un moment, il y ait un front commun, y compris les manifestations, les mobilisations. Enfin, je veux dire, les Insoumis qui appellent à des manifestations le samedi, la CGT qui appelle à une manifestation le 1er octobre prochain. Enfin, on a l'impression que chacun est reparti dans son coin. Mais ça, c'est pas gênant que chacun reparte sur ses... Moi, je suis pas tout à fait pour une union où tout le monde dit toujours la même chose. C'est pas tout à fait ça qui est intéressant. Et c'est pas non plus ça qui va intéresser les électeurs. En fait, on a le droit d'avoir des différences d'appréciation. On a le droit de prendre des chemins un peu différents. Ce qui compte, c'est qu'on ait la même vision de la société dans laquelle on veut vivre dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on soit d'accord sur des valeurs, sur les valeurs de solidarité, sur les valeurs de fraternité, qu'on soit d'accord sur ces éléments-là. C'est bien qu'il y ait aussi un minimum de stratégie en commun. Oui, mais on est en capacité de le faire. C'est ça que je veux dire, moi. Ce qu'on a montré là, c'est qu'on est en capacité de faire de la stratégie quand c'est nécessaire de le faire. Et il faut qu'on s'en souvienne pour les élections. Et ça, je crois que d'avoir inscrit à un moment donné le fait qu'on était en capacité de le faire et qu'on rencontrait nos électeurs qui eux aussi sont en capacité de faire front avec nous, eh bien ça nous resservira sur d'autres élections et ça nous permettra de continuer à convaincre les électeurs. Mais ça veut dire qu'il faut continuer à convaincre les électeurs. Ça veut dire qu'il faut continuer entre nous à travailler ensemble. Et ça peut se faire dans les différentes assemblées. Là, aujourd'hui, moi ce matin, par exemple, j'étais en compagnie de plusieurs députés et sénateurs sur les questions d'économie sociale et solidaire. Hier, j'étais avec aussi des députés et des sénateurs de bords différents sur la question des plantations d'arbres. Et là, c'était des enfants qui venaient témoigner. Ils avaient été voir plein d'agriculteurs. Donc, il y a des sujets comme ça. Enfin, je dis ça, je ne veux pas dire qu'on va se réunir sur la question des plantations. Mais il y a des sujets écologiques qui sont des sujets de fond sur lesquels nous sommes d'accord. Et ça, nous le savons, et sur lesquels nous pouvons mener ensemble le combat. Il y a des sujets sociaux sur lesquels nous sommes d'accord et nous pouvons mener le combat, des sujets économiques également. Mais ça, nous devons en faire notre plateforme commune, et ça doit se voir dans les deux chambres, ça doit se voir au Sénat, ça doit se voir à l'Assemblée. Et donc là, il y a ce travail-là que nous devons faire et que nous devons renforcer. Une avant-dernière question sur justement l'écologie. Comme je l'ai dit, tu es membre de Les Écologistes, ça ne s'appelle plus Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, l'écologie, malgré, on va dire, votre travail, est considérée comme repoussoire par beaucoup de gens, mais aussi beaucoup de corps constitués. Je prends par exemple le corps des agriculteurs. Il y a beaucoup d'agriculteurs. Il y a une partie en fait qui adhère à ce que vous proposez. Je pense notamment aux gens de la Confédération paysanne, et encore pas d'un bloc. Mais globalement, c'est vrai que pour en avoir fait l'expérience, dire le mot écologie ou les écologistes à des agriculteurs, c'est un peu chaud, quoi. Je veux dire, tout de suite, ils font non, j'en veux pas. Enfin, pas du tout. En tout cas, le mot écologie rebute et aujourd'hui est devenu aussi un repoussoir. Comment toi tu le prends en considération dans ton logiciel? Est-ce que tu veux travailler contre? Est-ce que tu te dis non mais il raconte n'importe quoi, en fait l'écologie c'est vraiment... Non. Je comprends ce que tu exprimes là. Bien sûr que je suis élue depuis une dizaine d'années et j'ai bien vu aussi ce petit glissement qui s'opère depuis quelques années où à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est à cause de l'écologie. Et c'est quand même absolument incroyable d'en arriver à cette extrémité-là qui est
et qui en plus est une erreur. Mais je pense, moi, qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent écolos et qui, en fait, aiment la nature, aiment l'écologie et ont envie que ça change. Moi, c'est à tous ces gens-là que je veux parler, effectivement, parce que je crois qu'on est une majorité en France à être écologiste, à aimer l'écologie et à vouloir préserver, que ce soit nos paysages, que ce soit la qualité de l'air, que ce soit notre santé. Et ça, je pense que ça touche beaucoup plus de personnes que ce qu'on veut bien dire. Donc, et d'après toi, que ça touche profondément les gens. Mais donc il est médiatique, parce que l'emphase est mise sur les anti-écolos, etc. En fait, il y a une manière de nous présenter comme étant les ennemis des agriculteurs. Moi, je suis désolée, quand on dit qu'on veut qu'on veut arrêter les pesticides et limiter les pesticides, ben, avant tout, les premières victimes des pesticides, ce sont les utilisateurs, donc les agriculteurs. Et donc pour la santé même des agriculteurs, il faudrait effectivement qu'on arrive à diminuer, qu'on réussisse pour la santé bien sûr de tous les citoyens, mais aussi des agriculteurs et avant tout des agriculteurs. Il y a des études qui sont très claires là-dessus. Il faut qu'on réussisse ce combat contre les pesticides. Mais c'est souvent mieux que ce soit les victimes elles-mêmes en fait qui portent le combat, ce combat-là. Parce que quand ça vient de gens qui ne sont pas des agriculteurs qui leur disent si, genre en fait vous allez être malades les gens. Enfin, Oui, mais en fait une fois qu'ils sont malades, une fois que c'est toujours la question de la prévention, c'est qu'il faut le traiter avant que ça ne devienne tragique. Et avant que ça ne devienne grave. Donc ça, c'est le sujet. Mais après, on a bien vu, là, au moment de la crise agricole, quand il a fallu défendre les agriculteurs dans les textes, qui est-ce qui s'est opposé à tous les traités de libre-échange depuis des années et des années, à tous les traités de libre-échange? Ben, vous trouvez les écologistes. Et vous trouvez présents les écologistes qui venaient défendre les intérêts des agriculteurs en disant non, on ne va pas autoriser l'importation de produits qui ont des normes environnementales moindres que celles qu'on impose à nos agriculteurs. Donc nous étions là pour les défendre. Donc à un moment donné, je trouve, et on le voit dans la crise agricole qui a lieu, que le procès qui nous était fait, à nous écologistes, était à la fois un peu injuste, mais aussi un peu manipulé, je vais dire. Donc voilà, mais après c'est vrai qu'il faut faire attention parce que les changements qu'induisent les politiques écologistes sont des changements qui affectent et qui modifient en fait la vie des gens, et donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une acceptation de ces changements, il faut qu'ils soient expliqués. Je pense que quand on explique aux gens que pour leur santé, on veut diminuer par exemple la vitesse sur le périph', ce qui est le cas à Paris, pour limiter les pollutions, pour limiter le bruit, pour permettre aux habitants qui habitent au bord du périph', à droite et à gauche du périph', j'allais dire d'un côté ou de l'autre, ça a peu d'importance, que ce soit des Parisiens ou que ce soit des grands Parisiens, eh bien ça permet quand même de comprendre que c'est pas pour embêter les gens, c'est pas pour embêter les automobilistes, c'est pour permettre à ceux qui habitent à côté de pouvoir avoir moins de problèmes sonores, de pouvoir avoir une pollution de l'air un peu limitée, etc. Et ça, c'est quand même, c'est intéressant. Voilà, mais ça veut dire qu'il faut l'expliquer. J'ai une dernière question, Antoinette. J'interviewais hier Andry Kerbrat, qui est un député insoumis de Nantes, qui me disait que, en gros, le groupe insoumis n'allait pas voter la proposition de loi portée par le Rassemblement national dans la niche parlementaire qu'il aurait allouée à la fin du mois d'octobre sur l'abrogation de la réforme des retraites, pour une raison principale, c'est que de toutes les façons, cette loi était mort-née, que même s'il la votait, même si elle passait à l'Assemblée nationale, elle ne pourrait arriver au Sénat, puisque aucun groupe au Sénat ne voudrait la récupérer le texte du Rassemblement national. Là, en gros, il disait, parce que moi je lui ai dit, quand même, il y a 3 groupes de gauche qui ne sont pas les socialistes, les communistes et les écolos. Et je me dis, eux quand même, ils pourraient récupérer, ils sont contre la réforme de la retraite, ils sont pour l'abrogation. Et il m'a dit non. Alors, d'une part, est-ce que c'est vrai que vous n'en voulez pas ici au Sénat du texte du RN? Et est-ce que tu comprends ce positionnement, sachant que, et c'est aussi ce que je lui ai dit,
les Français et les Françaises qui sont mobilisés contre la réforme des retraites, ils vont peut-être pas tout à fait comprendre que sous prétexte que ça vient de l'extrême droite, les parlementaires ne se saisissent pas d'un texte qui l'abroge. Mais je crois que tous les Français qui ont fait le Front républicain aux dernières élections législatives comprendront. C'est du Front républicain que de faire ça. Moi, je suis désolée, je me suis engagée en politique justement au moment où Le Pen est arrivé au second tour de la présidentielle. C'était en avril 2002. C'est le moment où moi, je décide de prendre ma carte en politique pour pouvoir lutter justement contre l'extrême droite. Donc, et puis bien sûr pour l'écologie, mais c'est à ce moment précis. Et donc aujourd'hui, 20 ans plus tard, on se rend compte effectivement qu'ils ont fortement augmenté leur nombre d'électeurs. Ils sont passés de 2 millions à plus de 10 millions aujourd'hui. Donc on est quand même, c'est un chiffre important. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair, nous, les autres partis, sur ce qu'est le Rassemblement national. Le Rassemblement national est un parti d'extrême droite qui prône la haine de l'autre, qui prône la xénophobie. Et donc, non, il n'en est pas question. Il n'est pas question que nous nous allions d'une manière ou d'une autre avec le Rassemblement national. Donc moi, pour ma part, je suis très à l'aise et j'aurai effectivement la même attitude, c'est-à-dire que je ne voterai pas ce texte de loi si j'étais députée. Et peut-être que ça arrivera au Sénat et tu ne le voteras pas non plus. Alors il faudrait qu'il y ait. Alors nous, on n'a pas de groupe d'extrême droite. On n'a pas de groupe d'extrême droite et on n'a pas beaucoup de sénateurs d'extrême droite. Donc c'est tant mieux. La question se pose différemment en fait dans l'ensemble du Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Antoinette. Merci à toi.